En introduction à l'algorithmie, je vous expliquais le fonctionnement d'une machine de Turing, qui à partir d'un problème nous proposait une solution. L'inconvénient de ce système, c'est qu'il existe autant de machines qu'il y a de problèmes à résoudre, voire plusieurs machines pouvant traiter un même problème avec des algorithmes différents. La question que l'on est en droit de se poser, c'est n'y aurait-il pas une solution universelle pour le traitement de ces algorithmes? Eh bien, nous allons tenter d'y répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Basic Dev, la chaîne qui vous parle ordinateur et développement. Dans la vidéo précédente, nous avions créé un algorithme simple qui affichait un compteur binaire. Nous avions donc une machine de Turing faite maison avec son registre d'état et sa table d'action. Ce que nous allons tenter de faire aujourd'hui, c'est coder le fonctionnement d'une machine de Turing pour qu'elle puisse être simulée par une machine universelle. La première étape sera de lister les différentes actions faites par la machine afin d'être reproduites. Nous savons que la machine connaît son état à tout moment. Elle peut lire un symbole sur le ruban à l'aide de sa tête de lecture. Elle est capable de tester l'équivalence avec un autre caractère provenant d'une table de symboles prédéfinie. Elle peut également écrire un caractère sur le ruban, redéfinir son nouvel état et déplacer sa tête de lecture-écriture d'une position à gauche ou à droite. Prenons la table de caractères. Qui trouve-t-on? Le caractère blanc, obligatoire, que je noterai N pour nul. Le caractère 0, le caractère 1 et le caractère vide, je vais noter V et je vous expliquerai pourquoi. Dans une autre vidéo, je vous ai parlé de la table ASCII qui propose de coder numériquement toute une série de caractères. Codés sur 7 bits, nous avions des valeurs allant de 0 à 127, 255 pour les tables ASCII étendues, codées sur 8 bits. De cette table, nous pouvons envisager que le caractère vide correspond au caractère d'espacement. La valeur est 32 en décimale. Le caractère 1 a pour code 49, le 0 devient 48 et pour le symbole blanc, nous utiliserons le caractère nul, ayant comme valeur décimale 0. Nous avons vu également que chaque valeur numérique pouvait s'écrire sous différentes formes. Il suffisait alors de changer la base, en hexadécimal par exemple, ou en binaire. Ces valeurs sont équivalentes. Petite parenthèse, quand j'écris en indice le D, H ou le B, je parle bien de valeurs décimales, hexadécimales ou binaires, c'est-à-dire la base 10, 16 ou 2. Le B majuscule ici n'a rien à voir avec le byte. C'est juste plus pratique pour moi et plus court à écrire. En ce qui concerne les différentes actions possibles faites par la machine, nous avons les actions d'édition, à savoir ne rien faire, lire ou écrire un caractère sur le ruban, que nous pouvons, comme précédemment, coder en décimale, en hexadécimal et en binaire. Ne vous inquiétez pas si je donne toutes ces valeurs avec des bases différentes, cela va me servir plus tard pour vous montrer l'utilité de choisir telle ou telle base en fonction de la place mémoire utilisée. Donc l'édition consiste à lire le symbole se trouvant sous la tête de lecture et le coder pour qu'il soit compréhensible par la machine, c'est-à-dire en binaire. Et à l'inverse, écrire revient à utiliser la table de caractères ASCII pour retranscrire du code binaire vers un caractère. Continuons avec nos actions, avec les déplacements de la tête de lecture. Comme pour l'édition, nous avons trois possibilités. Ne rien faire, se déplacer à gauche ou à droite, avec les codes suivants. Nous avons les symboles, les actions, il nous reste à voir les différents états de la machine. Il peut y avoir une multitude d'états. Il est donc important d'en connaître le nombre exact si nous voulons choisir un code prenant le moins de place possible. Faisons un peu de ménage et reprenons nos différentes tables ainsi que leurs valeurs extrêmes. Pour la table de caractères, si nous choisissons la table ASCII pour coder, nous aurons 7 bits, soit des valeurs comprises entre 0 et 127, ou soit de 00 à 7F en hexadécimal, allant jusqu'à FF pour une table à 8 bits. Pour la table d'édition, nous avons 3 valeurs. 2 bits suffisent pour les coder. 00, 01 et 10. La table d'état, quant à elle, sera définie par rapport à notre compteur binaire et comprendra donc les états allant de 0 à 10 en décimale. Enfin, pour la table de déplacement, tout comme l'édition, nous avons 3 valeurs. De 00 à 10. Maintenant que nos tables sont codées, reprenons l'algorithme de base, c'est-à-dire celui qui précède notre dernière modification de simplification. Cela me permettra de vous montrer une autre manière de simplifier le code. Premier état, l'état initial, dans lequel nous devions écrire le caractère 0 et changer d'état, l'état d'incrémentation. Comment représenter cette instruction avec les codes que nous venons de définir? La première chose est de connaître son état actuel. Ici 0. Pour l'édition, nous n'avons aucun caractère à lire. Nous utiliserons donc le caractère nul. Mais nous avons une écriture à faire, code 10 en binaire, et le caractère écrit sera le 0, ayant le code 30 en hexadécimal. Ensuite, un changement d'état, le 5, et aucun déplacement. L'état 5 nous dit, si on trouve 0 ou vide, nous devons écrire 1.
et passer à l'état 7, le fameux retour de la tête au début de course. Sinon, écrire un 0 et passer à l'état 10, donc l'état de report. Ici, rappelez-vous, je vous ai montré comment décomposer l'instruction si alors sinon en plusieurs tests plus simples. Et c'est ce que nous allons faire ici. Commençons par tester le vide. Nous sommes actuellement à l'état 5 et si après lecture nous trouvons un vide, nous devons écrire un 1 et passer à l'état 7 sans bouger la tête de lecture. Si ce test n'est pas concluant, il faut écrire une nouvelle instruction, toujours à l'état 5 et tester si la lecture du symbole correspond au caractère 0. Dans ce cas, il faudra écrire 1, passer à l'état 7 sans bouger la tête de lecture. Le dernier test à faire sera de vérifier si nous sommes sur le caractère 1. Dans ce cas, il faudra écrire 0 et passer à l'état 10 sans bouger de place. Pour l'état de retour, nous testons si nous sommes sur le caractère vide. Dans ce cas, nous nous déplaçons sur la gauche en changeant d'état, celui de l'incrémentation. Sinon, nous allons à droite et restons à l'état 7. Ce qui nous donne l'état 7, vérifier en lecture si nous sommes sur du vide, et si tel est le cas, il n'y a rien à écrire. Juste passer à l'état 5 et se déplacer sur la gauche, code 01. Si cette instruction ne convient pas, il en faut une deuxième. À l'état 7, tester si nous ne sommes pas sur du vide. Problème, comment demander à tester une inégalité entre deux valeurs? C'est là que notre algèbre de Ball nous vient en aide. Bah oui, comme on dit, bêta transition. Nous avons une transformation qui permet de retourner vrai quand le test renvoie faux. C'est l'inversion. Donc, tester si non A égale B retournera vrai si A est différent de B. Ici, nous noterons l'inverse du test en apposant une barre horizontale au-dessus de la valeur à tester. Pour le reste, c'est pas compliqué, il n'y a rien à écrire, restez à l'état 7 et se déplacer sur la droite. Le dernier état sera simplement un déplacement sur la gauche et passer à l'état 5 d'incrémentation. Donc, état 10, rien à lire, rien à écrire, changer d'état et se déplacer. Admettez qu'à ce stade, si je vous avais donné ce tableau sans explication, vous n'auriez rien compris. Mais sommes-nous certains d'avoir minimisé au maximum les instructions? C'est ce que nous allons voir maintenant. La première ligne d'instruction nous dit d'écrire le caractère 0 et de passer à l'état 5. Dans ce cas, à l'état initial, rien ne nous empêche d'avoir le caractère 0 sur le ruban, d'y placer la tête de lecture et de définir l'état 5 comme étant l'état initial. Nous pouvons donc éliminer la première instruction. Regardons de plus près les différentes instructions de l'état 5. Nous testons 3 valeurs différentes. Mais en y regardant de plus près, si on trouve 1, on doit mettre 0, et dans tous les autres cas, 0 ou vide, les instructions sont identiques. En s'inspirant de l'état 7, nous pouvons tester si le caractère est 1 ou si le caractère n'est pas 1, ce qui reprendra tous les autres cas possibles. Nous pouvons donc supprimer la deuxième instruction. Autre particularité, en début d'instruction, nous faisons une lecture afin de tester sur quel caractère nous sommes. Et dans le cas où nous n'en faisons pas, c'est pour signifier qu'il n'y a pas de test à faire. Donc, rien ne nous empêche de faire une lecture. Et s'il faut tester la valeur nulle, alors on ne teste rien. Puisqu'à chaque début d'instruction nous faisons une lecture, rien n'empêche de la faire à chaque fin d'instruction précédente. Donc, après une instruction, nous lisons le caractère sous la tête de lecture, et au début de l'instruction suivante, il suffira juste de tester ce que nous venons de lire. Nous pouvons supprimer la colonne de lecture de toutes les lignes d'instruction. Même logique pour l'écriture. Avant de changer d'état et de se déplacer, nous pouvons faire une écriture automatique d'une valeur, sauf si cette valeur est nulle. La colonne peut elle aussi être effacée. Regardons à présent ces deux lignes. Lors d'un report, nous devons nous déplacer à gauche et passer à l'état 5. Or, nous venons de cet état, de l'état 5. Qu'est-ce qui nous empêche, dans l'instruction de l'état 5, de faire le déplacement et de rester dans cet état? Rien. Nous pouvons donc effacer également cette ligne d'instruction. Et que dire de celle-ci? Lors d'une incrémentation, nous partons sur l'état de retour qui teste la valeur pour savoir dans quel sens se déplacer. Or, nous venons juste d'écrire le 1 du report. Nous savons donc que cet endroit n'est pas vide de symboles. Il est donc inutile de vérifier s'il faut aller à droite ou à gauche. Nous devons obligatoirement aller à droite avant de tester, ce qui nous fait gagner une ligne d'instruction, car la ligne qui va tester le caractère que nous venons d'écrire n'a plus lieu d'être, d'où gain de performance. Attaquons-nous maintenant à la table d'état. Nous n'en avons plus que deux, l'état 5 de report et l'état 7 de retour. Inutile donc de coder les différents états sur 10 valeurs. Un bit suffit pour les lister tous les deux. Petite modification dans nos instructions. Et la table de caractères, même chose, nous avons 4 caractères maximum.
le nul, le vide, le 0 et le 1, facilement codifiables sur 2 bits, 00, 01, 10 et 11. Nous avons 00 pour le nul, 01 pour le vide, 10 pour le 0 et 11 pour le 1. Un peu de nettoyage et récapitulons ce que doit faire notre machine. Avoir un état initial, ici ce sera notre première ligne d'instruction, et lire le caractère sous la tête de lecture après chaque ligne d'instruction. Un peu de tri dans les instructions pour la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3 et la ligne 4. Ici, nous avons nos lignes d'instruction. Elles doivent être lues de manière séquentielle. La difficulté réside dans le fait qu'une valeur inverse doit impérativement se trouver après toutes les autres pour un même état. Car si vous deviez tester différentes valeurs précises, le fait de mettre cette valeur inverse va radicalement être valable pour toute valeur différente de celle que vous deviez tester et ne permettra donc pas de pouvoir en tester d'autres par la suite. C'est une question de logique. Vous testez toutes les valeurs précises et à la fin, une instruction pour toutes les autres. Il est grand temps à présent de passer à notre machine universelle. Reprenons notre liste d'instructions et préparons notre machine. Elle possède un ruban, toujours de longueur infinie, mais nous allons garder une zone que nous appellerons registre et une autre instruction, ainsi que la tête de lecture écriture habituelle. J'expliquerai dans le détail juste après. Mais pour faire simple, nous imaginerons une deuxième tête dans la zone instruction qui parcourra le code et mettra à jour le registre. Dans l'état actuel des choses, notre table de caractères se compose bien entendu du nul, mais aussi du 0 et du 1, utilisés dans la codification de nos instructions. Notre machine est donc prête à lire la première ligne d'instruction. Mais la question qu'on se pose, c'est comment fait-elle pour distinguer l'état de la valeur à lire ou à écrire, ou même le déplacement? Une des solutions serait de séparer chaque valeur par un caractère spécial, comme les 2 points par exemple. Ajoutons-le à notre table. Même chose pour séparer une ligne de la suivante. On pourrait également utiliser un autre caractère, comme le dièse. Mais en tant qu'informaticien, 0 et 1, ça me parle, alors que 2 points et dièse, beaucoup moins. Et c'est pour ça que nous nous sommes amusés à simplifier au maximum la codification, afin de connaître exactement la taille maximum de chaque valeur de notre ligne d'instruction. Nous savons qu'une ligne comporte 8 bits, et que le premier sera l'état, les 2 suivants la valeur à tester, les 2 suivants la valeur à écrire, ensuite le nouvel état et les 2 derniers pour le déplacement de tête. Nous avons donc dans la zone instruction notre première ligne qui sera 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. De nouveau un problème entre la première ligne qui donne une valeur à tester, la deuxième ligne donne une valeur qui ne doit pas être identique. Comment distinguer ces 2 différents tests alors que nous n'avons que des valeurs numériques? Eh bien c'est assez simple, puisque nous avons 2 possibilités, doit être égal et doit être différent. Nous pouvons coder ce type de test sur un seul bit, en ajoutant 0 si la valeur doit être égale, ou 1 si la valeur doit être différente. Il est temps d'expliquer le fonctionnement de notre machine universelle. Nous avons notre ruban, sur lequel nous plaçons nos instructions, que je vais placer ici pour mieux visualiser, et remplir avec les instructions codées. Plaçons ici notre registre, avec les informations suivantes: l'état dans lequel se trouve la machine, initialisée à 0, et le code du symbole se trouvant sous la tête de lecture. Donc je rappelle le tableau de caractères de la machine, et nous avons bien le caractère 0 sous la tête de lecture. En pratique, la machine va lire la première ligne d'instruction et vérifie si elle doit ou non être interprétée. Pour ce faire, elle regarde si l'état requis correspond à l'état actuel. Ici, l'état 0, donc oui. Ensuite, elle vérifie si la valeur de l'instruction correspond à ce qu'il y a sous la tête de lecture. 10 est différent de 11, donc non. La machine va alors lire la ligne d'instruction suivante. Nous sommes dans le bon état et la machine doit tester si la valeur est différente du caractère 1, dont le code est 11. Alors là, oui, il y a correspondance. Elle va donc regarder quel caractère écrire, ici le 1 dont le code est 11, passer à l'état 1 et déplacer la tête de lecture vers la droite. Sans oublier, une fois la ligne d'instruction terminée, de lire le caractère qui se trouve sous la tête de lecture-écriture. Il ne reste plus qu'à repartir de la première ligne d'instruction afin de recommencer le processus. Nous devons à présent trouver l'état 1, dont la valeur est égale à 0,1. Donc, soit 1, 0, 0,1 pour une égalité, soit 1, 1 et quelque chose pour une différence. Nous la trouvons facilement ici. Nul pour l'écriture, donc on n'écrit rien. 0 pour le nouvel état, d'où modification du registre. Et déplacement de la tête à gauche.
Et on n'oublie pas de lire le caractère avant de continuer. Suivant, nous cherchons l'état 1 de valeur 1,1. Ça tombe bien, c'est le premier. Que doit-on faire? Écrire 0, ne pas changer d'état et déplacer la tête de lecture vers la gauche. Et de nouveau, ne pas oublier de lire le symbole avant de continuer. Pour la suite, on recherche l'état 0, dont la valeur serait égale à 0,1. Donc, nous cherchons soit 0, 0, 0,1, soit 0, 1 et quelque chose de différent de 0,1. C'est le cas pour la deuxième instruction, 0, 1, 1, 1. Nous avons bien une valeur différente de 11. Pour les instructions, il est demandé d'écrire 1, 1. Donc, le caractère 1, de passer à l'état 1 et de déplacer la tête à droite avant de procéder à la lecture du symbole en fin de cycle. Vous l'aurez compris, l'état 1, qui est l'état de retour, va remettre la tête en première position et passer en incrémentation. Et nous avons vu qu'elle fonctionnait avec un 0, un 1 et un vide. Je ne vais donc pas refaire tous les tests. Cet algorithme fait bien ce qu'on lui demande de faire. En résumé, nous venons de créer une machine universelle capable de simuler n'importe quelle machine de Turing gérant 2 états et 2 caractères. Et autant dire que des algorithmes à 2 caractères pullulent sur la toile, ne fût-ce qu'avec l'algèbre de Boole. Mais si vous trouvez que c'est trop petit, rien ne vous empêche d'en créer une plus grande. Dans cet exemple, nous avons 8 états différents et la possibilité de gérer 256 caractères, soit une table ASCII étendue, comme l'UTF-8 par exemple. Voilà qui termine cette vidéo. N'hésitez pas à réécouter autant de fois que nécessaire. Si vous avez des questions, des remarques ou simplement si le sujet vous intéresse, mettez-les dans le commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Maintenant, nous avons presque toutes les cartes en main pour attaquer les sujets suivants, le processeur et la mémoire. La prochaine vidéo portera sur l'électricité et l'électronique, j'espère que ça vous plaira. En attendant, les réseaux sociaux, la petite enquête anonyme, l'abonnement à la chaîne, les pouces bleus, noirs, tout ça, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.